On a tous en tête l'image des dinosaures levant les yeux vers un ciel en feu, sans savoir que leur monde allait s'éteindre. Et si je vous disais que l'année 2027 est devenue une date clé pour les agences spatiales du monde entier? Entre les nouveaux relevés du télescope Vera Rubin et les simulations de trajectoires d'objets géocroiseurs, la menace des astéroïdes n'a jamais été aussi scrutée. Sommes-nous vraiment prêts ou vivons-nous simplement sur un sursis statistique? D'ici 2027, la NASA et l'ESA vont intensifier les missions de défense planétaire après le succès de la mission DART. On parle désormais de cartographie de l'apocalypse. On a beaucoup spéculé sur les objets massifs comme l'astéroïde 3I Atlas, dont la trajectoire soulève des questions fascinantes et terrifiantes sur l'angle d'impact. Car la vérité, c'est qu'un impact, ce n'est pas juste une explosion. C'est une onde de choc thermique et un hiver nucléaire qui peut durer des décennies. Qu'arriverait-il si, au lieu d'un seul rocher, nous faisions face à un barrage complet? Si chaque astéroïde connu décidait de frapper la Terre? Face à ce scénario catastrophe, on a exploré toutes les options. Est-ce que la solution de Michael Bay, envoyer une ogive nucléaire pour pulvériser la menace, est réellement viable? Ou est-ce que cela ne ferait que transformer un boulet de canon en une pluie de mitraille radioactive? Mais il y a aussi une perspective fascinante que l'on oublie souvent. La résilience du vivant. On s'est demandé si, avec un peu plus de temps ou une biologie différente, les dinosaures auraient pu évoluer pour survivre à l'impact du Chicxulub. Si eux n'ont pas réussi, qu'est-ce que cela dit de notre capacité à tenir tête à l'espace profond? Dans cette compilation, on va plonger au cœur du chaos. Des simulations les plus extrêmes aux stratégies de survie les plus folles, on va voir pourquoi 2027 pourrait être l'année où l'humanité doit enfin prouver qu'elle est plus maligne que les reptiles géants. Dites-moi dans les commentaires, si un astéroïde de 10 km était détecté demain, quelle serait la première chose que vous feriez? Il y a 66 millions d'années, cet astéroïde s'est écrasé sur Terre et a anéanti la plupart de la vie sur notre planète, y compris les créatures les plus grandes, les plus féroces et les plus impressionnantes qui aient jamais parcouru la Terre. Oui, les dinosaures. Si un astéroïde de cette taille frappait la Terre aujourd'hui, eh bien, l'humanité serait au bord de l'extinction. Aujourd'hui, nous allons examiner les 5 astéroïdes les plus meurtriers à avoir frappé notre planète, dans le passé ou dans un avenir pas si lointain. Et nous allons imaginer ce qui se passerait s'ils frappaient la Terre tous en même temps. Spoiler, c'est la fin de la Terre. Nous allons commencer par le plus petit de notre liste, l'astéroïde Barringer. Et finir par un astéroïde qui était beaucoup plus grand que le Chicxulub qui a anéanti les dinosaures. Mais avant d'en arriver là, voici le problème avec les astéroïdes. Ils ne sont pas rares. Ils font irruption de l'espace et frappent la Terre en permanence. La plupart sont de minuscules météorites, ne pesant que quelques grammes. Mais ils arrivent vite. Ces petits météorites s'écrasent sur la Terre à des dizaines de kilomètres par seconde. Heureusement pour vous, ils brûlent presque instantanément grâce au système de sécurité de notre planète, notre atmosphère. Mais parfois, la Terre est frappée par un astéroïde beaucoup plus important. Et les dégâts peuvent être catastrophiques. Remontons 50 000 ans en arrière, la Terre était plongée dans sa dernière ère glaciaire, quand soudain, une grosse roche spatiale entre dans l'atmosphère. C'était l'astéroïde Barringer. Pendant des millions d'années, il dérivait paisiblement dans l'espace. Puis soudainement, un jour tout à fait ordinaire dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Arizona aux États-Unis, un morceau de fer et de nickel de 50 mètres de large fonce dans l'atmosphère terrestre à plus de 15 km par seconde. Quelques secondes plus tard, il s'écrase au sol avec une force si puissante qu'elle équivaut à une série d'explosions nucléaires. L'onde de choc a tout rasé sur des kilomètres à la ronde.
et l'astéroïde a laissé derrière lui un cratère massif, encore visible aujourd'hui. Et si cet astéroïde nous frappait aujourd'hui ? Oh, eh bien, ce serait tout aussi dévastateur. Si l'astéroïde Barringer frappait la Terre près d'une grande ville, ce serait le chaos total. Cette boule de 300 000 tonnes venue de l'espace exploserait avec l'énergie de 10 mégatonnes de TNT. Cela raserait les gratte-ciels en un instant, brisant les vitres sur des kilomètres. Même si vous n'étiez pas au point zéro, c'est-à-dire le point exact de l'impact, vous ressentiriez la puissance de son onde de choc. Le souffle vous assourdirait et la chaleur vous brûlerait la peau. Le sol tremblerait comme un séisme de magnitude 7,5. Barringer ne détruirait pas toute la planète, non, mais son impact changerait la vie de tous ceux qui se trouvent à proximité. Puisque nous voulons garder les choses exactement comme elles se sont passées sur Terre il y a 50 000 ans, cette roche spatiale frapperait exactement là où elle a frappé à ce moment-là, donc au milieu du désert. Tant que vous n'êtes pas un touriste ou un randonneur explorant l'étendue aride de l'Arizona, tout ira bien pour vous. Pourtant, ce nouvel astéroïde Barringer laisserait un cratère assez grand pour y contenir le Burj Khalifa. Voici à quoi ressemblerait l'impact aujourd'hui. Si vous observiez l'impact depuis la ville la plus proche, Winslow, en Arizona, vous verriez une colonne de feu et de cendres s'élever à plus d'1 kilomètre de haut. Environ 1 minute après l'impact, alors que vous pensiez être en sécurité, le bang sonique vous frapperait, vous renversant et brisant toutes les fenêtres autour de vous. Ce serait spectaculaire, mais quand même pas encore de quoi raser une ville entière. Alors que l'astéroïde Barringer a soulevé un panache de fumée et de cendres en Arizona, quelque chose de plus grand et de plus meurtrier est sur le point de s'écraser en Amérique du Sud. Les astronomes ont repéré pour la première fois l'astéroïde YR4 en décembre 2024, grâce au système Atlas au Chili. Et croyez-moi, cette découverte a donné des sueurs froides à plus d'un. D'ailleurs, Atlas signifie Asteroids Terrestrial Impact Last Alert System, ou en français, Système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes, ce qui devrait vous donner une petite idée de la raison pour laquelle cette découverte était si terrifiante. Au début, il semblait qu'il y avait 3,1% de probabilité que YR4 frappe la Terre le 22 décembre 2032. Cela peut sembler peu, mais dans le monde des astéroïdes, c'est un signal d'alarme absolu. Les scientifiques du monde se sont immédiatement mobilisés pour affiner sa trajectoire et, à mesure que les nouvelles données arrivaient, le risque s'est réduit. D'abord à 1% et finalement à moins que cela. Maintenant, la probabilité est autour de 0,001%. Oui, mais c'est quand même 0,001% de trop. Bien sûr, sur ici, on imagine toujours le pire des scénarios. Avançons donc rapidement jusqu'en 2032, le jour de l'impact. Ce qu'il faut savoir sur YR4, c'est qu'il est immense. D'une longueur d'environ 60 mètres, il a à peu près la taille d'un avion de ligne. Et cet intrus venu de l'espace n'aurait même pas besoin de toucher le sol pour causer de graves dégâts. Au lieu de frapper directement la Terre, YR4 exploserait au-dessus de nos têtes comme l'événement de Tunguska en 1908, dans une région reculée de la Sibérie. Ce rocher exploserait comme un feu d'artifice mortel et raserait tout ce qu'il se trouve en dessous. Les bâtiments s'effondreraient et seuls les ponts renforcés tiendraient à peu près le coup. Il est difficile de prédire exactement où l'astéroïde frapperait. Il faut tenir compte de l'orbite de la Terre, de la trajectoire de l'astéroïde et de sa vitesse. Il pourrait atterrir quelque part dans l'océan, mais ne serait-ce pas plus épique pour notre scénario s'il atterrissait dans le nord de l'Amérique du Sud ? Oui, notre astéroïde mortel atterrirait à Bogota, en Colombie. Bogota est une ville de plus de 7 millions d'habitants, perchée dans la cordillère des Andes, mais son altitude ne changerait rien. Le ciel au-dessus de Bogota s'illuminerait, comme si le soleil s'était soudainement déplacé pour observer la scène. Puis, à environ 10 km au-dessus de la ville, YR4 exploserait dans une détonation aérienne massive. Il libérerait l'énergie d'environ 15 mégatonnes de TNT, soit 1000 fois plus que la bombe de Hiroshima.
l'onde de choc balayerait la ville en quelques secondes, rasant les bâtiments, brisant les lignes électriques et projetant des véhicules dans les airs comme des jouets. Si vous étiez dehors à ce moment-là, vous seriez aveuglé par l'éclair, puis projeté au sol par l'onde de choc quelques secondes plus tard. Des incendies éclateraient dans des quartiers entiers et le verre et les débris se transformeraient en éclats meurtriers. La destruction ne s'arrêterait pas aux limites de la ville de Bogota. L'explosion résonnerait à travers les Andes. À des dizaines de kilomètres de là, les fenêtres voleraient en éclats. Les villes voisines auraient l'impression d'avoir été frappées par un énorme tremblement de terre. Des millions de personnes se retrouveraient sans électricité. Les communications s'effondreraient. C'est un chaos total. Mais comme l'astéroïde n'aurait pas touché le sol, il n'y aurait pas de cratère. Au lieu de cela, la ville serait marquée par une zone brûlée et aplatie, là où l'explosion frapperait le plus fort. Ce ne serait pas la fin de l'humanité, mais pour l'Amérique du Sud, on s'en souviendrait comme le jour de la Terre brûlée. Si un objet comme YR4 était sur une trajectoire de collision avec nous, nous ne serions pas complètement sans défense. La NASA a déjà testé une stratégie de défense planétaire appelée DART, pour Double Asteroid Redirection Test, ou test de redirection d'un double astéroïde. L'idée n'est pas de détruire l'astéroïde, mais de le rediriger alors qu'il est encore dans l'espace. La NASA a fait le test en 2022 en lançant délibérément un vaisseau spatial dans une lune d'astéroïdes appelée Dimorphos. Et ça a fonctionné. Lorsqu'il s'agit d'astéroïdes, même une petite correction de trajectoire des années à l'avance peut faire la différence entre un survol sans danger et un impact direct. Je me sentirais quand même plus tranquille si YR4 n'avait aucune chance de croiser notre chemin. Mais il semble qu'il pourrait simplement percuter la Lune. Ça me rassure. Et comme si l'Amérique du Sud n'avait pas assez à gérer, un autre visiteur de l'espace s'approche. Oumuamua est un rocher unique dans cette liste, car c'était le tout premier objet interstellaire jamais observé traversant notre système solaire. Il est venu de l'extérieur, ce qui est très étrange. Oumuamua n'est pas un astéroïde rond comme les autres. C'est ce que les scientifiques, et moi-même, appelons en forme de cigare. Il est 10 fois plus long que large. Nous n'avons jamais rien vu de tel avant de voir ça, en 2017. Au début, les scientifiques pensaient que c'était une comète parce que l'objet accélérait de manière étrange, comme s'il était poussé. Mais les scientifiques n'ont jamais trouvé une queue semblable à celle d'une comète, de quoi les rendre perplexes. Il se pourrait qu'Oumuamua soit un fragment d'une roche plus grosse. Peut-être qu'il renferme des glaces exotiques dans sa composition, comme de la glace d'hydrogène ou d'azote. Ou il peut même s'agir d'un objet fabriqué par des extraterrestres. Quelque chose qu'ils ont envoyé pour explorer notre petit amas planétaire. Quoi qu'il en soit, ce rocher allongé est sur le point de nous percuter. Tout d'abord, Oumuamua atteindrait le sommet de l'atmosphère à une vitesse de 20 à 26 km par seconde. Pendant un instant, on dirait même que c'est un deuxième soleil au-dessus de l'Amazonie. Donnez à cet objet une amende pour excès de vitesse. Quelques secondes plus tard, il s'écraserait dans la forêt tropicale, libérant environ 1 gigatonne d'énergie. Un nouveau cratère serait creusé dans le bassin amazonien. Un cratère gigantesque, environ 4 km de large et 600 mètres de profondeur. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur serait instantanément vaporisé. L'onde de choc s'étendrait vers l'extérieur, brisant les arbres comme des allumettes et mettant le feu à la canopée. Vu du ciel, le poumon vert du monde se transformerait en un anneau de brun et de noir. Les villes situées bien au-delà de l'horizon ressentiraient l'onde de choc comme un coup de poing violent. Une pluie de cendres commencerait à tomber du ciel. Pendant des jours, il neigerait du charbon de bois. Oumuamua ne provoquerait pas l'extinction de l'humanité, mais ce serait certainement une explosion dont la planète se souviendrait. Le fleuve Amazon serait chaud et trouble à cause des cendres. Les voyages aériens seraient détournés pendant des semaines. Et dans toute la partie nord de l'Amérique du Sud, les cultures recevraient moins de lumière à cause du ciel rempli de cendres. Ce n'est pas encore le niveau de la catastrophe des dinosaures, mais on s'en rapproche.
Mexique, la superstar des astéroïdes est sur le point de tout détruire. C'est l'astéroïde le plus célèbre qui soit, le Chicxulub de la fin du monde. Il y a 66 millions d'années, ce rocher, ou plutôt cette montagne de pierre, s'est écrasé sur la Terre, au large de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Et je n'exagère pas quand je dis montagne. Chicxulub mesurait au moins 10 km de diamètre. C'est bien plus grand que l'Everest. Après le passage de Chicxulub, la Terre n'a plus jamais été la même. D'abord, il y a eu la boule de feu qui a enflammé les forêts. Puis, l'onde de choc qui a fait le tour du globe. Beaucoup de dinosaures sont morts sur le champ, mais pas tous. Et s'en est suivi la grande obscurité. L'impact de Chicxulub a projeté de la poussière et des cendres dans le ciel, bloquant la lumière du soleil. Pendant des années après l'impact, notre planète a été plongée dans l'obscurité. De nombreuses espèces végétales sont mortes, et quand la végétation est partie, tout ce qui s'en nourrit aussi. Il s'agit de l'extinction la plus récente de l'histoire de la Terre. Les dinosaures n'avaient aucune chance de survivre. Mais aujourd'hui, cette même montagne venue de l'espace est de retour pour nous tuer. Si ce rocher dévastateur devait frapper la péninsule du Yucatan aujourd'hui, ce ne seraient pas les dinosaures qui disparaîtraient. Ce serait l'humanité tout entière. Au début, une étoile brillante apparaîtrait dans le ciel au-dessus du golfe du Mexique, si lumineuse et si rapide. En moins d'1 minute, elle atteindrait la taille d'un soleil aveuglant. Puis l'impact. L'explosion vaporiserait tout dans les parages. Le sol tremblerait sur des centaines de kilomètres, libérant l'énergie d'un séisme de magnitude 10. Les villes côtières se transformeraient en cendres chauffées à blanc et les gratte-ciels de Cancun s'effondreraient sous la violence de l'onde de choc. Et vient ensuite un énorme tsunami. Dans les heures qui suivent, ce n'est pas un mais plusieurs tsunamis qui déferleraient sur le golfe du Mexique. Des murs d'eau de 100 mètres de haut s'écraseraient sur la Floride, Cuba et l'Amérique centrale. Moins de 48 heures plus tard, ces énormes vagues atteindraient l'Australie. Pendant ce temps, au Mexique, les incendies sont sans fin. Le pays serait recouvert d'un nuage étouffant de poussière, de cendres et de soufre. Et si, d'une manière ou d'une autre, vous survivez à l'impact, vous ne pourriez plus respirer. Souvenez-vous, les dinosaures n'ont pas survécu à cette histoire il y a 66 millions d'années. Et si Chicxulub devait frapper à nouveau aujourd'hui, l'humanité n'y survivrait pas non plus. Pas à cause de la boule de feu initiale, même si elle anéantirait déjà des millions de vies, mais à cause de la longue et froide nuit qui s'ensuit. Dans les semaines suivant l'impact du Chicxulub, un silence régnerait. La fumée et la poussière bloqueraient le soleil, et la Terre serait plongée dans un crépuscule froid. Et peu de temps après, la chaîne alimentaire commencerait à s'effondrer. La famine se répandrait très vite, et les secours ne pourraient suivre. Quelques mois plus tard, l'humanité vivrait dans le chaos, luttant pour survivre. Des années plus tard, dans un scénario digne de la série The Last of Us, le monde serait méconnaissable. Les forêts auraient disparu, les côtes redessinées et des espèces entières auraient disparu à jamais. Alors oui, c'est dévastateur. L'humanité pourrait sûrement survivre aux plus petits astéroïdes de cette liste. Mais celui-ci, non, ça ne s'annonce pas bien pour nous. Ou n'importe quel être vivant, animaux, plantes, etc. Et attendez, ce n'était même pas le plus gros impact. Ça peut être pire que ça? Vraiment? Bon, le prochain vient d'un passé très, très lointain, quand la Terre était encore jeune et très différente de celle que vous connaissez aujourd'hui. Remontons 3,3 milliards d'années en arrière, à l'ère paléo-archéenne. À cette époque, notre planète était principalement un monde aquatique, avec quelques masses continentales primitives ressemblant à des continents éparpillés. Il n'y avait pratiquement pas d'oxygène dans l'atmosphère, et sans couche d'ozone, le soleil inondait cette Terre de rayonnements mortels. Mais ce n'est pas grave parce qu'il n'y avait pratiquement pas de vie complexe ici. Seuls quelques organismes unicellulaires comme les cyanobactéries, flottant dans l'océan. Puis la météorite S2 est arrivée. Ce rocher spatial était extrêmement grand et dévastateur.
Il était environ 200 fois plus massif que Chicxulub. Donc, croyez-moi, l'impact a été énorme. S2 a plongé dans les mers peu profondes près de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud et a changé la planète pour toujours. Mais étonnamment, cet impact fut une bonne chose pour la Terre. Bien sûr, il y a eu d'énormes tsunamis qui ont déchiré les côtes et arraché les sédiments du fond de l'océan, les projetant dans l'atmosphère. Les couches supérieures des océans ont littéralement été vaporisées et ont réchauffé l'atmosphère. De la roche en fusion tombait du ciel. Mais c'était le genre de bouleversement dont la Terre avait besoin. Cet impact a fait remonter du fer des profondeurs des océans. Et c'était une bonne chose, car les mers se sont soudainement remplies de nutriments. Toutes sortes de bactéries et de micro-organismes ont connu un baby-boom. Après l'impact, la vie a réellement commencé à s'épanouir. Mais cela ne signifie pas que cet impact massif serait bon pour nous aujourd'hui. Si S2 frappait près de l'Afrique du Sud aujourd'hui, ce serait game over pour l'humanité. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais tout de même vous donner quelques détails. Une boule de feu de la taille d'un continent s'élèverait dans le ciel. Lorsque S2 s'écraserait violemment sur la Terre, il ne se contenterait pas de vaporiser de l'eau et de la roche. Cela déchirerait le fond marin, et ce cratère d'impact s'étendrait sur des centaines de kilomètres. Des tremblements de terre 100 fois plus puissants que tout ce que nous n'avons jamais connu secoueraient la planète entière. Et après ça, vous connaissez la chanson. Des tsunamis, un barrage de roches en fusion, la lumière du soleil bloquée, l'effondrement des écosystèmes, suivi de notre extinction, de l'humanité tout entière. Après cela, la Terre changerait à nouveau d'une manière que nous ne pouvons même pas prévoir. Une réinitialisation totale. Vous ne survivrez certainement pas à celui-ci. Si seulement 2 ou 3 de ces astéroïdes frappaient la Terre en même temps, nous aurions peut-être une chance. Mais ajoutez Chicxulub et S2 au mélange, et peu importe combien de petits impacts vous avez surmontés, personne ne survit à S2. Ceci est une simulation de ce qui se passerait si un messager interstellaire s'écrasait sur Terre. Cet étrange astéroïde en forme de cigare s'appelle Oumuamua. C'est la toute première roche interstellaire jamais observée. Interstellaire signifie qu'elle est venue de l'extérieur de notre système solaire, et la collision de ce rocher avec la Terre formerait un cratère de la taille d'une ville, vaporisant tout ce qui se trouve dans son voisinage. Mais en ce qui concerne les roches interstellaires, Oumuamua n'est pas la pire. Voici la comète 3I Atlas. Si vous pensiez qu'Oumuamua était grande, 3I Atlas l'est 14 fois plus. Ce qui veut dire 14 fois plus d'impact, 14 fois la taille du cratère, 14 fois plus de vaporisation, voire plus. Nous parlerons physique un peu plus tard. Une collision avec 3I Atlas libérerait une énergie comparable à celle de l'astéroïde qui, il y a 66 millions d'années, a mis fin au règne des dinosaures et tué presque tout sur Terre. Cela signifie que si cette roche frappait la Terre aujourd'hui, ce serait un événement d'extinction planétaire. Pour mieux comprendre 3I Atlas, revenons d'abord à Oumuamua. Comme je l'ai dit, Oumuamua a été le premier objet que nous ayons jamais confirmé comme venant de l'extérieur de notre système solaire. Traduit approximativement de l'hawaïen, Oumuamua signifie « un messager de loin arrivant le premier », ce qui est plutôt approprié, car il est littéralement venu de loin et arrivé le premier, du moins pour nous les terriens. Alors que les scientifiques ont théorisé l'existence de visiteurs interstellaires pendant des décennies, Oumuamua est indéniablement d'un autre système stellaire. Comment le sait-on ? Parce qu'il se déplaçait beaucoup trop vite pour être du coin. Un peu comme si vous viviez dans une rue avec de jeunes enfants et qu'un conducteur fou roule à toute vitesse et grille le stop. De plus, il avait l'air bizarre.
La plupart des comètes et des astéroïdes de notre système solaire se déplacent à environ 20 km par seconde, ce qui est déjà incroyablement rapide. Mais Oumuamua avançait beaucoup plus vite. Lorsqu'il a quitté le système solaire, il se déplaçait à 87 km par seconde. Mais pas de panique, il ne frappera jamais la Terre. Les scientifiques ont analysé les chiffres et se sont rendus compte qu'Oumuamua ne s'installerait pas dans notre quartier. Il est venu de l'espace lointain, a traversé notre système solaire, et il repart dans l'espace lointain. Ça me va, moi, car il va beaucoup trop vite. Les scientifiques l'ont nommé 1I 2017 U1, donnant à l'objet une toute nouvelle classification. Le chiffre 1 signifie qu'il s'agit d'une première, et I signifie interstellaire. Et bien que nous soupçonnions que ces objets existaient quelque part dans le système solaire, il est très rare d'en découvrir. Le destructeur potentiel des planètes 3I Atlas n'a été découvert qu'en 2025, ce qui signifie que ce n'est que le 3e objet interstellaire que nous ayons jamais découvert dans notre système solaire. Ce qui rend Oumuamua si particulier, au-delà du fait qu'il vienne de l'espace lointain, c'est qu'il a la forme d'un cigare. Les gens n'arrêtent pas de dire cigare, mais ça ressemble aussi à un concombre ou un hot dog. Ou un sandwich sous-marin à la dinde et au bacon. J'ai clairement besoin de manger, là. Quelles que soient vos préférences culinaires, ces longs objets de forme cylindrique qui volent autour de notre voisinage planétaire n'existent tout simplement pas par chez nous. Les astéroïdes et les comètes de notre système solaire sont généralement en forme de pommes de terre. Mais Oumuamua est 10 fois plus long que large et tourne sur plusieurs axes. Cela a conduit à toutes sortes de spéculations et d'excitations. Certains scientifiques théorisent qu'il pourrait avoir été créé par des extraterrestres, peut-être une sonde ou un vaisseau fabriqué par des aliens, comme un éclaireur en mission à la recherche d'autres formes de vie. Une partie de cette spéculation a été alimentée par l'accélération inexplicable d'Oumuamua. Oui, il se déplaçait plus vite que la normale. Des scientifiques ont d'abord suggéré que cela pourrait être dû à une voile légère extraterrestre, ou voile solaire, un type de propulsion de vaisseau spatial qui repose sur la force du rayonnement stellaire. Les vaisseaux spatiaux avec des voiles solaires ne sont pas de la science-fiction. Bien qu'ils soient rares, les humains ont également lancé avec succès des engins spatiaux à voile solaire. Pourtant, la plupart des scientifiques ne sont pas d'accord avec l'idée que notre premier visiteur interstellaire vérifié est, une sonde extraterrestre. Ils ont étudié le voyageur interstellaire et ont conclu qu'Oumuamua n'est probablement qu'une comète. Une qui ne joue pas selon les règles habituelles de notre système solaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une de ces fameuses queues de comète. Mais c'est une comète tout de même. Cela signifie que son accélération supplémentaire est probablement due à une sorte de dégazage d'hydrogène. Depuis sa découverte près de l'orbite de Jupiter, Oumuamua a déjà été projeté par Saturne et Neptune et se dirige maintenant vers la constellation de Pégase. Cette comète a voyagé dans l'espace pendant des centaines de millions d'années et continuera de s'y balader pendant encore 100 millions d'années ou plus. Mais ce n'est rien comparé à la durée d'existence de 3I Atlas. Aussi étrange et mystérieux qu'a été Oumuamua, il y a de fortes chances que 3I Atlas pourrait être encore plus fascinant. Tout d'abord, 3I Atlas provient d'une région de l'espace très différente de celle d'Oumuamua. Il semble que 3I Atlas soit originaire du disque dense d'étoiles de la Voie lactée. Il y a donc de fortes chances que 3I Atlas soit plus vieux que notre système solaire. Plus vieux de plusieurs milliards d'années. Né dans une région d'étoiles primitives formée à une époque ultra-violente du passé de la galaxie. Alors que chaque objet de notre système solaire a un âge maximum d'environ 4,5 milliards d'années, Atlas pourrait facilement avoir 7 milliards d'années, voire plus. C'est peut-être l'objet le plus ancien jamais observé dans notre système. Cela implique également que cette roche spatiale a une composition complètement différente de tout autre objet que nous ayons jamais vu. Les scientifiques pensent que cet objet a des niveaux élevés de nickel et de fer dans les gaz qui l'entourent, ce que les chercheurs disent être extrêmement déroutant. Enfin, tout ce que je sais, c'est que c'est du métal.
ce qui ne sera pas une bonne nouvelle lorsqu'il s'écrasera sur Terre à 61 km par seconde. Mais attendez encore un peu, nous y viendrons dans un instant. 3I Atlas a également de l'eau et de la glace de dioxyde de carbone qui s'échappent. Donc, contrairement à Oumuamua, il a une chevelure avec une enveloppe de gaz et de poussière et la queue associée à la plupart des comètes. Le télescope spatial Hubble a photographié Atlas en juillet 2025, montrant ce halo de poussière caractéristique entourant son noyau glacé. Plus il se rapproche de notre Soleil, plus sa chevelure et sa queue deviendront distinctes et explosives. Et il va passer près de notre Soleil. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas frapper la Terre. À son point le plus proche, en décembre 2025, 3I Atlas sera encore à 1,8 unités astronomiques de chez nous. Soit environ 270 millions de kilomètres. Mais à l'échelle astronomique, ce n'est pas si loin. Atlas passera dans l'orbite de Mars et le manquera de seulement 28 millions de kilomètres. C'est moins d'un quart de la distance entre la Terre et Mars. Comme cette comète est relativement assez loin, les scientifiques cherchent encore à déterminer sa taille exacte. La NASA estime qu'elle se situe entre 440 mètres et 5,6 km. Bien sûr, ici, sur ESSI, nous aimons voir les choses en grand. Donc, pour ce scénario dramatique, prenons sa taille maximum. 3I Atlas a une largeur de 5,6 km lorsqu'il nous frappe. Et pour le plaisir de la spéculation, nous allons également ignorer l'hypothèse largement ignorée, mais titillante, selon laquelle 3I Atlas est, oui, une sonde extraterrestre. Si vous suivez des objets interstellaires, enfin, pas littéralement, si vous vous renseignez sur les objets interstellaires, vous êtes peut-être tombé sur des articles qui disaient qu'Oumuamua était un objet extraterrestre. Bien sûr, ils théorisent que 3I Atlas est aussi un vaisseau spatial extraterrestre ou un artefact technologique. Chez ESSI, nous pensons aussi beaucoup aux extraterrestres, mais ceci n'est pas un module de vaisseau mère. 3I Atlas n'est qu'une très grande et vieille comète qui se balade à travers notre système solaire à une vitesse folle. Maintenant, passons à la partie que vous attendiez avec impatience, l'impact. Disons que l'angle d'approche de 3I Atlas était légèrement différent lorsqu'il est entré dans notre système solaire. Que se passerait-il si nous le découvrions trop tard et qu'il arrivait à notre porte céleste avant que nous puissions comprendre comment atomiser quelque chose en orbite ou faire appel à Bruce Willis pour le faire exploser? Le chaos total, n'est-ce pas? Et si 3I Atlas frappait la Terre au lieu de tranquillement passer à côté? Pour répondre à cette question, nous devons revenir à Chicxulub, le destructeur de planètes, l'astéroïde emblématique qui a frappé la Terre il y a 66 millions d'années. Il a tout dévasté et complètement changé l'histoire de la vie sur Terre. Alors oui, spoiler, si 3I Atlas nous frappait, ce ne serait pas joli. 3I Atlas est une énorme comète, mais elle ne fait qu'environ la moitié de la taille de Chicxulub, large de 10 km. Chicxulub était principalement un astéroïde carboné, composé d'un mélange de roches, de minéraux, de métaux et de quelques composés carbonés. Quant à 3I Atlas, il est principalement fait de glace de dioxyde de carbone et de métal. Disons donc qu'ils ont des densités similaires. Mais il y a une différence inquiétante. 3I Atlas se déplace beaucoup plus vite que Chicxulub, qui se déplaçait à environ 20 km par seconde lorsqu'il nous a frappés. Comme je l'ai dit plus tôt, 3I Atlas se déplace à minimum 61 km par seconde. Et sa vitesse ne fera qu'augmenter à mesure qu'il s'approche du Soleil. Cette vitesse serait un énorme problème pour la Terre, car plus un astéroïde se déplace vite, plus l'impact est mortel. Donc, même si 3I Atlas est plus petit et plus léger que Chicxulub, sa vitesse lui permettrait de libérer 4,5 fois l'énergie de ce dernier. Et cela causerait beaucoup plus de dégâts. Je résume simplement. Répétez après moi, événement d'extinction.
Lorsque Chicxulub a frappé la Terre il y a 66 millions d'années, il a creusé un cratère de 100 km de large et 30 km de profondeur. Le rayon de l'explosion a brûlé tout ce qui se trouvait dans un rayon de 1500 km, provoqué des tsunamis extrêmes sur toute la planète et tué 70% de la faune et de la flore sur Terre. Troy Atlas frapperait encore plus fort. Il traverserait l'atmosphère puis s'écraserait dans la croûte terrestre en un peu plus d'une seconde. Son noyau de plasma surchauffé vaporiserait tout ce qui se trouve près du point d'impact. L'impact Troy Atlas générerait une onde de choc sur des milliers de kilomètres à travers n'importe quel océan ou continent qu'il frapperait. S'il touchait une masse continentale comme l'a fait Chicxulub, cela créerait des ouragans allant à des vitesses de 1000 km/h. Des vents qui détruiraient des forêts et des villes. Et l'explosion projetterait des milliards de tonnes de matériaux fondus dans l'atmosphère. Cela brûlerait tous les arbres du continent et mettrait le feu à toutes les forêts de la planète. Puis viendraient les tsunamis. Des vagues immenses inonderaient les continents, déferlant sur 100 km à l'intérieur des terres. Des décombres tomberaient du ciel et la terre glisserait dans la mer. Tout ce qui se trouvait sur ce côté de la planète serait grillé. L'impact provoquerait également des tremblements de terre à l'échelle mondiale, des séismes bien au-delà de l'échelle de Richter, des éruptions volcaniques et encore plus de tsunamis. Et après que les incendies se soient éteints, les choses deviendraient vraiment calmes. Mais pas dans le bon sens. Les effets immédiats de l'impact de Troy Atlas seraient dévastateurs. Mais les véritables conséquences destructrices de la planète sont celles à long terme. Lorsqu'un astéroïde ou une comète de cette taille projette autant de magma, de vapeur d'eau, de limon et de poussière dans l'atmosphère, cela bloque la lumière du Soleil pendant des années, voire des décennies. Le ciel s'assombrirait et il ferait froid, un froid digne d'un hiver nucléaire. La photosynthèse s'arrêterait, les plantes mourraient et avec elles, tous ceux qui se nourrissent de plantes. Tous les débris de l'atmosphère tomberaient sur Terre sous forme de pluies acides extrêmes. Toute végétation terrestre ou d'eau douce pas déjà brûlée, gelée ou mourante par manque de soleil mourrait sous cette pluie. Ce serait le début de l'effondrement de la chaîne alimentaire. À moins que vous n'ayez un bunker profond rempli de haricots en conserve, vous et tous les autres animaux ayant survécu à la catastrophe initiale mourriez de faim. La planète subirait également la destruction de la couche d'ozone, et même un empoisonnement aux métaux toxiques à cause de tous les débris retombant sur elle. Une fois le calme revenu, après quelques années, les choses pourraient commencer à se réchauffer. Comme Atlas est fait de glace de dioxyde de carbone, toute cette glace se vaporiserait lorsque la comète toucherait le sol. Mais la Terre ne se réchaufferait pas tout de suite. Ce n'est que bien plus tard, lorsque le ciel se dégagera enfin, que le dioxyde de carbone restant commencera à piéger la chaleur et repoussera le climat dans l'autre direction. Donc d'abord un gel intense, puis une longue et brûlante convalescence. Non pas que vous seriez en vie pour assister à tout cela. En bref, si Troy Atlas frappait la Terre, ce serait une extinction de masse à l'échelle planétaire, détruisant vie, espèces et pays sur des continents entiers. Ce serait probablement un bon moment pour être à bord de la Station spatiale internationale. Mais rentrer à la maison pourrait être problématique, après tout cet Armageddon. La bonne nouvelle, Troy Atlas ne va pas vraiment s'approcher de nous. C'est un peu frustrant car étudier de près cette comète plus vieille que notre système solaire aurait été incroyable. Les télescopes sur Terre n'ont pas un bon angle de vision par rapport au Soleil pour pouvoir l'étudier à distance. Il ne faut donc pas voir cette comète comme un présage de malheur. Un astéroïde se dirige vers la Terre. Il est gros et rapide, et il est sur le point de provoquer de gros dégâts.
Mais nous n'allons pas rester assis et attendre la fin des temps. Nous allons nous défendre. Que se passerait-il si nous atomisions un astéroïde? Cela sauverait-il l'humanité? Ou ça ne ferait qu'empirer les choses? Quelle est la différence entre une explosion nucléaire dans l'espace et une explosion sur Terre? Et est-ce que nos bombes nucléaires seraient assez puissantes pour le détruire? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous atomisons un astéroïde. En 2175, l'astéroïde Bennu va passer près de la Terre, et il y a une chance sur 2700 qu'il nous frappe. Si cela vous semble être de bonne chance, détrompez-vous. Bennu est plus haut que la tour Eiffel et 15 fois plus lourd que la grande pyramide de Gizeh. Et s'il frappait la Terre, il libérait autant d'énergie que 23 Tsar Bomba, qui est la plus grande des bombes à hydrogène ayant jamais explosé. Aimez-vous toujours ces probabilités? Je les aimerais un peu plus si nous avions un plan de secours. Pour la NASA, il s'agit de la mission d'atténuation des astéroïdes hypervitesse pour les interventions d'urgence, également connue sous le nom de Hammer. Et comme son nom l'indique, le plan consiste à percuter l'astéroïde en approche ou à faire exploser une bombe nucléaire qui le fera dévier de sa trajectoire. Mais cela sera-t-il suffisant? Et à quel genre de répercussions peut-on s'attendre? Plus tôt nous découvrons un astéroïde se dirigeant vers nous, plus nous serons en sécurité. Par exemple, si nous détectons l'arrivée d'un astéroïde un an à l'avance, il nous suffirait de modifier sa trajectoire de quelques centimètres par seconde pour l'empêcher de frapper la Terre. Pour ce faire, nous pourrions faire exploser une bombe nucléaire à quelques centaines de mètres de l'astéroïde, ce qui le ferait changer de trajectoire et s'éloigner de la Terre. Et si cela ne fonctionnait pas, nous pourrions simplement frapper l'astéroïde avec la bombe la plus puissante dont nous disposons. Mais si quelque chose devait mal fonctionner avant que la bombe n'atteigne l'astéroïde, les conséquences pourraient même être pires que l'impact de l'astéroïde sur la Terre. Mais une fois la bombe nucléaire dans l'espace, le monde entier serait relativement en sécurité. Comme il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, seulement le vide, l'explosion disparaîtrait complètement. Mais les radiations seraient beaucoup plus fortes. Les habitants de la Terre seraient en sécurité, mais ceux qui se trouveraient dans les vaisseaux spatiaux proches seraient en danger de mort. Afin d'éviter le plus grand nombre de victimes possible, la mission devrait être automatisée. En supposant que rien ne se passe mal et qu'il n'y ait pas une sorte de mutinerie de l'IA, nous pourrions très bien réussir à pousser un astéroïde hors de sa trajectoire, à condition qu'il ne soit pas trop gros. Un astéroïde plus gros nécessiterait des tactiques plus audacieuses, comme le DART. DART est l'acronyme de Double Asteroid Redirection Test. La NASA prévoit de percuter un astéroïde en 2022 pour modifier son orbite. L'impact sera équivalent à 3 tonnes de TNT. Cette mission pourrait donner lieu à la toute première pluie de météorites d'origine humaine. Et si elle réussit, elle servira de modèle à la façon dont nous pourrions réagir aux menaces que représentent les astéroïdes à l'avenir. Au fait, s'il s'agit de détruire Bennu, la bombe que nous utiliserons sera au moins 1 million de fois plus puissante que celle de DART. Et oui, nous disposons de bombes nucléaires assez puissantes. La seule chose à laquelle nous devrions faire attention, après avoir fait exploser un astéroïde géant, ce sont les débris spatiaux. Ces débris pourraient gravement endommager nos satellites et menacer les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Et si de gros morceaux de l'astéroïde parvenaient jusqu'à la Terre, ils pourraient créer des cratères jusqu'à 20 fois leur taille. La bonne nouvelle, c'est que si la bombe nucléaire explosait assez près de la Terre, les radiations qu'elle émettrait seraient déformées par le champ magnétique de notre planète, ce qui constituerait probablement le plus beau spectacle lumineux que vous ayez jamais vu. Ou si vous ne voulez pas attendre un scénario catastrophe, vous pouvez simplement faire un voyage dans le Nord et voir les aurores boréales. C'est dingue de penser qu'atomiser des astéroïdes est un plan de survie potentiel pour l'humanité.
Mais puisque c'est nous contre, disons, pratiquement tout ce qui se trouve dans le vide infini de l'espace, nous devons faire avec ce que nous avons. Et si les dinosaures qui se sont éteints il y a 66 millions d'années avaient pu survivre à l'astéroïde? Eh bien, avec quelques modifications évolutives, tout est possible. Aujourd'hui, nous allons modifier les dinosaures qui se sont éteints en leur donnant de nouvelles caractéristiques pour survivre. Certains deviendront plus grands, d'autres seront plus petits. Certains seront même dotés d'une solide armure de roche capable de survivre à l'impact d'un astéroïde. Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si les dinosaures avaient évolué pour survivre à l'astéroïde. Tout d'abord, revenons sur l'extinction de masse qui nous a conduits jusqu'ici, car les indices concernant la survie des dinosaures se trouvent sur la scène du crime. Et pourquoi? Parce que nous savons que certains animaux ont survécu. Alors que 75% de toutes les espèces de la Terre ont été anéanties, 25% ont trouvé un moyen de s'en sortir. Quel était le super pouvoir de chaque survivant? Leur corps, leur alimentation, leur mode de vie? N'oubliez pas que l'impact initial n'a pas été le seul à causer des dégâts. Il y a une deuxième extinction juste après. Cet astéroïde meurtrier n'était au départ qu'un petit point dans le ciel. Mais avant même de pouvoir s'en rendre compte, l'énorme rocher a frappé la Terre et a créé un énorme cratère. La force de l'astéroïde a créé une énorme quantité de chaleur. C'est comme si des milliards de bombes nucléaires avaient explosé. Cette chaleur a augmenté la température de la Terre. Elle a fait fondre les roches situées sous la Terre, ce qui a projeté de minuscules particules en fusion dans l'air. Celles-ci sont retombées sous forme d'éclats chauds et mortels. Un impact massif, une Terre très chaude et une pluie de roches en fusion. Ce fut la première cause de mortalité. Et puis, pour les survivants, un deuxième scénario d'horreur s'est profilé à l'horizon. L'énorme nuage de cendres qui a enveloppé la Terre a bloqué le soleil et a provoqué un hiver d'impact. Celui-ci a duré de 2 à 10 ans. Pas de soleil ni de nourriture pour beaucoup de créatures sur Terre. Ça aurait été un cauchemar à traverser, mais certains animaux ont réussi à survivre. Les musaraignes, les tortues, les crocodiles et toutes sortes d'autres créatures ont pu survivre à ces deux phénomènes d'extinction. Alors, si on appliquait certaines de leurs caractéristiques de survie aux dinosaures, pourraient-ils survivre? Il est temps de faire un peu d'épissage de gènes. Jetons un coup d'œil à nos dinosaures préférés et voyons comment ils auraient pu évoluer pour survivre à l'astéroïde. Du T-Rex au Petit Rex. Commençons par mon préféré, le Tyrannosaure Rex. Avec son poids de 7000 kg, le T-Rex a eu beaucoup de mal à survivre à l'astéroïde. Étant des créatures terrestres, de nombreux T-Rex sont morts dans la vague de chaleur initiale qui a irradié la Terre, où ils ont été déchiquetés par la pluie de roches en fusion qui tombait du ciel. Mais pas cette fois. Cette fois, on va les aider à survivre. Prenons exemple sur le Morganeucodon, un petit mammifère qui vivait dans des terriers et se déplaçait au sol à l'époque des dinosaures. Donnons à notre T-Rex une armure très épaisse sur tout le corps pour lutter contre la pluie d'éclats. Et ses bras chétifs, on va les améliorer un peu en augmentant leur longueur et leur taille, et en les dotant de plus grosses griffes. Il pourra creuser des terriers pour mieux se protéger. Est-ce que ça suffira? Voyons ce qui se passe lorsque l'astéroïde frappe à nouveau. Notre T-Rex modifié a l'air de bien se porter. L'armure lourde le protège des éclats, et il se réfugie dans son terrier pour s'abriter. Comme il mesure 12 mètres de long, ce terrier est légèrement grand. Mais pour l'instant, tout va bien. Maintenant que l'impact initial est passé, une vague de chaleur se répand. Des incendies généralisés font rage sur toute la Terre. Notre T-Rex est toujours à l'aise, caché dans son terrier en attendant la fin des incendies. Bien que le T-Rex ait des besoins énergétiques élevés et qu'il doive manger relativement souvent, il devrait pouvoir survivre à un peu de famine. Un estomac affamé vaut mieux qu'une extinction.
Après la dévastation initiale, notre T-Rex émerge de son terrier. Il découvre une terre qui a perdu 6 degrés et qui est beaucoup plus sombre. Ça veut dire qu'il va être très difficile de trouver de la nourriture. Au début, notre T-Rex pouvait récupérer des restes parmi les premiers morts. Mais la plupart des grandes créatures terrestres ayant disparu, comment cet énorme carnivore pourrait-il survivre? Eh bien, il lui sera pratiquement impossible de se passer de nourriture, à moins que nous n'apportions à notre T-Rex une modification supplémentaire. Malheureusement, cela changerait presque tout ce que nous savons sur ce dinosaure dominant. Je vais vous expliquer. Presque toutes les créatures qui ont survécu à l'hiver de l'impact avaient une caractéristique commune. Elles étaient plus petites. En fait, parmi les mammifères qui ont survécu, le plus grand n'était pas plus gros qu'un rat. Pardon, beau T-Rex, mais nous allons devoir te rétrécir. D'une taille XXL à une taille XXS. Maintenant, c'est un petit Rex. Oh, et puis on va aussi modifier ton régime alimentaire de façon drastique. Tu seras un insectivore. Comme il n'y a pas de grands herbivores à manger, il devra se contenter de carcasses boueuses d'insectes. Eh oui, même les puissants tombent, mais au moins, il devrait survivre. Voyons ce qui se passe lorsque l'astéroïde frappe à nouveau. Petit Rex se réfugie dans son terrier comme avant, et y reste un moment. Il peut maintenant sortir en toute sécurité. Pendant un certain temps, il peut se nourrir des restes d'animaux morts. Et ensuite, des essaims d'insectes planent partout au-dessus de la végétation en décomposition. C'est ce que notre petit Rex va manger. Voilà comment survivre assez longtemps pour transmettre ses gènes à la génération suivante. Et donner naissance à toute une génération de petits Rex insectivores à l'armure protectrice, qui vivent cachés dans des terriers. Franchement, ils sont plutôt mignons. Vélociraptor sans dents. Jetons un coup d'œil à une autre star du Jurassique. Le Vélociraptor. Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour survivre? Les dinosaures vivaient en Asie centrale et en Asie de l'Est à la fin du Crétacé. Il mesurait environ 1,8 m de long et pesait environ 45 kg. Soit autant qu'un chimpanzé. Il était plutôt doué pour sauter rapidement sur sa proie et aimait manger de petits herbivores. L'une de ces caractéristiques nous a donné une idée sur laquelle nous appuyer. Le Vélociraptor avait des bras couverts de plumes duveteuses. Et pourquoi n'avez-vous pas vu ça dans Jurassic Park? Eh bien, parce qu'à l'époque du film, on n'avait pas encore compris que les dinosaures avaient des plumes. Le Vélociraptor avait une autre caractéristique, tout comme les oiseaux. Il avait des os fins et creux remplis de sacs aériens. Un mécanisme puissant pour rester bien oxygéné. Il pouvait obtenir de l'oxygène aussi bien en inspirant qu'en expirant. Mais il ne pouvait malheureusement pas voler, ce qui a peut-être été un facteur clé de sa disparition. Il est temps pour nous d'apporter à notre Vélociraptor quelques modifications essentielles qui pourraient l'aider à éviter l'extinction. Comme pour le T-Rex, on va le rétrécir, puis le doter d'ailes pour qu'il puisse s'envoler quand l'astéroïde frappera. C'est l'une des raisons pour lesquelles les oiseaux ont survécu. Certains d'entre eux ont pu s'envoler et éviter l'explosion initiale. Mais le simple fait de pouvoir voler ne suffira pas. Il faudra s'adapter et trouver de la nourriture pour survivre à l'hiver d'impact. Que pourrait-il manger? Il va falloir donner à notre Vélociraptor le goût de la nourriture pour oiseaux. Il pourrait descendre en piqué et s'attaquer aux petits mammifères qui gambadent dans les environs. Mais il pourrait aussi chercher des graines et des noix qui seront encore là après les incendies. Pour qu'il puisse cueillir ces graines dans les forêts mortes, on va le doter d'un bec, car c'est un avantage évolutif essentiel. Et, pardon cher Vélociraptor, mais on va se débarrasser de tes dents. Dans ce nouveau monde post-apocalyptique, tu n'en auras plus besoin. Et voilà comment survivre pour voir un nouveau jour se lever. Ce Vélociraptor ailé sans dents va clairement survivre à l'astéroïde. Bon, on a passé en revue la Terre et l'air. Maintenant, faisons un tour en mer. Michael Spinosaurus Phelps.
Le spinosaure était un grand dinosaure semi-aquatique avec une énorme voile sur le dos. Il s'agit d'une créature à l'allure étrange, longue de 15,5 mètres et dotée de petites pattes arrière. C'était un prédateur qui chassait les poissons à la nage. Il n'était pas vraiment adapté à la terre ferme. En fait, ce dinosaure avait déjà disparu au moment où l'astéroïde a frappé. Mais supposons pour l'instant qu'il ait existé à la fin du Crétacé. Avec quelques modifications, on pourrait sans doute l'aider à survivre à l'astéroïde. Cette fois, on va prendre certains aspects d'une créature qui a survécu aux 5 extinctions massives. Le requin. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Contrairement au requin, le spinosaure avait un problème. Il ne nageait pas très bien. Sa nageoire dorsale le déstabilisait sérieusement. Cela rendait la nage très difficile. Du coup, que faire de cette grosse nageoire dorsale de 335 kg? Elle doit disparaître. Ou alors il faut la remplacer par une nageoire dorsale beaucoup plus petite. Pendant qu'on y est, rétrécissons un peu son corps. Ainsi il pourra glisser un peu comme Michael Phelps. L'autre problème du spinosaure? Il faut qu'on modifie tout son mécanisme de respiration. Comme le Vélociraptor, il possède des poumons et un réseau de sacs aériens qui inondent ses os creux. On va remplacer tout ce système par des branchies. Pas les 5 branchies habituelles, mais un ensemble de 7. Ainsi, il pourra obtenir suffisamment d'oxygène dans les eaux peu profondes comme au plus profond de l'océan. Enfin, notre spinosaure possédera une vessie natatoire. C'est une poche remplie de gaz qu'il peut gonfler ou dégonfler à sa guise. Il peut ainsi se déplacer dans les différentes profondeurs de l'océan. Une dernière caractéristique avant de le laisser tranquille. Le spinosaure était connu pour ne manger que 2 ou 3 trucs. Mais il faut qu'il devienne moins difficile. Qu'il s'agisse de tortues ou de crustacés, de serpents de mer ou de spinosaures plus petits, il mangera tout ce qui lui sera servi pour le dîner. Notre tout nouveau Michael Spinosaurus Phelps est prêt. Construit pour survivre à l'astéroïde, il plongera en profondeur quand les couches supérieures surchaufferont. Il pourra nager n'importe où. Au début, il mangera tous les poissons morts qui se déposeront au fond. Plus tard, il mangera n'importe quoi. Allez, c'est bon, on peut y aller. Ankylosaure qui respire par les fesses. Il est temps de procéder à notre dernier épissage génétique. Les requins ont survécu, mais les tortues aussi. Y a-t-il un dinosaure qui pourrait apprendre quelques trucs évolutifs de la tortue ou du crocodile? Prenons l'exemple de l'ankylosaure, un dinosaure cuirassé dont le corps était recouvert de plaques osseuses et qui possédait une puissante queue en forme de massue. C'était une grande bête herbivore qui mangeait des feuilles coriaces, des fruits pulpeux, des fougères et des arbustes. Elle se déplaçait également très lentement, mais à bien y réfléchir, c'est peut-être une bonne chose. En effet, la lenteur fait partie de la réussite évolutive de la tortue et du crocodile. Pour que l'ankylosaure survive à l'astéroïde, il faudra un changement majeur. Au lieu d'être strictement terrestre, il devra devenir semi-aquatique. Tiens, c'est drôle, c'est le nom de mon groupe préféré des années 90. Ah non, attendez, c'était Semisonic. Bon, dans les heures qui suivent l'impact de l'astéroïde, pendant que la Terre devient très chaude, il faut que quelques ankylosaures proches du rivage se glissent dans l'eau. Non, ils n'ont pas besoin de branchies. Mais comme les tortues, nous les rendrons capables de retenir leur souffle sous l'eau pendant un long moment, genre 45 minutes. Ils dépasseront ainsi la face de la Terre qui brûle. Étant donné que se procurer de la nourriture sera un problème pendant un certain temps après l'impact, notre ankylosaure possède déjà le trait évolutif qui l'aidera à survivre. Sa lenteur est exactement ce qu'il nous faut en ce moment. Tout comme une tortue, moins il consomme d'énergie, plus il peut rester longtemps sans manger. En plus, faisons en sorte que notre ankylosaure ait le sang-froid, de sorte que la température de son corps soit déterminée par l'environnement. Et donc, lorsque la Terre se refroidira pendant l'hiver d'impact, la température de l'ankylosaure pourra également baisser et son métabolisme ralentir davantage. Moins il a besoin d'énergie, mieux c'est. Il est possible qu'il reste sous l'eau pendant un certain temps, en brumation. C'est le nom qu'on donne à l'hibernation des tortues. C'est là qu'on va ajouter la dernière caractéristique au corps de l'ankylosaure. On va le faire respirer par les fesses.
Je sais que ça semble ridicule et qu'on dirait que ça sort tout droit de Beavis and Butthead. Mais écoutez-moi bien. Les tortues ont des cloaques, des ouvertures par lesquelles sortent les déchets. Ils sont riches en vaisseaux sanguins. Ils servent donc aussi de moyen pour obtenir de l'oxygène lorsque la tortue est sous l'eau. La brumation. Et voilà le travail. Une nouvelle génération d'ankylosaures semi-aquatiques à respiration fessière. Ils sont également apathiques, ont le sang froid et peuvent se retirer sous l'eau pour respirer. Et tout ça en étant protégés par leurs plaques osseuses. Peut-être que pour dormir, ils enroulent leur queue sous leur cuirasse pour se protéger. Maintenant que tous ces dinosaures ont réussi à éviter l'extinction, quel est l'avenir de la Terre et des mammifères? Eh bien, ce que l'on appelait autrefois le T-Rex est maintenant l'équivalent d'un petit reptile. Un reptile qui se nourrit d'insectes pour survivre. Ça ne fait pas peur. Notre vélociraptor sans dents a continué à évoluer en même temps que les oiseaux. Et dans l'océan, Michael Spinosaurus Phelps pourrait devenir un poisson puissant, capable de rivaliser avec les grands requins et les baleines. Le nouvel ankylosaure qui respire par les fesses, il ne fait peur à personne non plus. Il s'agit d'un nouveau type de créature similaire à un éléphant, docile et relativement inoffensif. Des centaines de milliers d'années plus tard, les dinosaures qui ont survécu et les mammifères qui sont entrés en scène continueront d'évoluer, côte à côte. En éliminant les plus grosses créatures et en réduisant la taille du T-Rex, les mammifères et les dinosaures de l'époque seraient désormais sur un pied d'égalité. Mais il manque au petit Rex une chose importante, un grand cerveau. D'autres petits mammifères de l'époque, comme les rats et les écureuils, seraient nettement plus intelligents que le petit Rex. Ils auraient également de meilleurs sens, des sens qui leur permettraient de mieux se déplacer dans l'obscurité. Il est donc possible que le petit Rex disparaisse en raison de la forte concurrence qui règne à cette époque. Mais admettons qu'il puisse encore évoluer. Comme dans notre propre chronologie, les générations futures de mammifères se seraient transformées en singes intelligents. Le petit Rex serait alors devenu un moyen Rex, peut-être de la taille d'un éléphant ou d'un hippopotame. Mais il y a de fortes chances que les grands singes échappent au moyen Rex en vivant dans les arbres. Ensuite, il y aurait des chumains, qui finiraient par donner naissance aux humains. Dans les premières années, les humains fuiraient le gros Rex. Mais avec le temps, nous inventerions des armes pour les chasser. Le dinosaure modifié atteindrait-il un jour la taille qu'ils avaient au Crétacé? Donnez-leur encore 100 millions d'années et ce serait possible. À moins que les êtres humains ne les aient fait disparaître. Tout dépend de ce qui se passera dans le futur. Nous verrons ça dans un prochain « Et si ?»